Bonjour et bienvenue sur Parlons ServiceNow. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Eric qui sera avec nous pour cet épisode dans lequel on va pouvoir discuter d'impact. Eric, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter, nous expliquer ton rôle en tant que partenaire ServiceNow et comment est-ce que tu travailles au quotidien avec des clients qui ont souscrit justement à ServiceNow Impact? Bonjour Mehdi et merci de me recevoir. Ça fait quelques mois maintenant que j'écoute ton podcast et je connais ton audience, donc je suis très heureux d'être, reçu. Donc en effet, je suis, architecte ServiceNow. Je suis un Certified Master Architect depuis 2021. Je travaille pour, Atos en tant que Practice Lead pour la PAC. Donc je suis basé à Singapour. J'ai une équipe de consultants. Je travaille avec ServiceNow ici pour, à vendre des licences à mes clients et je pilote aussi des implémentations ServiceNow pour des clients en APAC et aussi en France beaucoup, puisque je travaille beaucoup avec des clients français, en particulier dans le domaine de la banque et de l'assurance. Je pense que je me distingue en tant que ServiceNow architecte par le fait que je suis un peu, couteau suisse, dans le sens où, mes clients vont m'impliquer sur tout un tas de sujets vraiment très, très différents. Ça peut être des gros projets de migration de plateforme ou de rationalisation de plateforme. Ça peut être des projets d'alignement autour du CSDM. Ça peut être des projets des petits sujets stratégiques et également, il y a eu récemment et toujours maintenant, du travail autour de l'offre, ServiceNow Impact qui est souscrite par, plusieurs de mes clients maintenant. Ça devient obligatoire et du coup, j'aide le client à tirer le meilleur bénéfice de cette offre. Et comment est-ce que tu as découvert ServiceNow Impact? Alors j'ai découvert ServiceNow Impact justement dans le cadre d'un projet avec, un client. C'était un projet de rationalisation d'instances, c'est-à-dire onboarder un client qui utilisait ServiceNow sur une autre instance ServiceNow. Et évidemment, quand on fait ce genre de rationalisation, il y a tout un sujet autour des licences et des souscriptions. Et en travaillant sur le business case, on s'est rendu compte, qu'il y avait une ligne de licence qui apparaissait en plus, dans la souscription cible, qui était Impact, qui forcément rajoute un coût, pour l'entité qui se fait embarquer sur l'instance, cible et c'est un coût, alors que le client n'a pas demandé, parce que c'est obligatoire maintenant dans les contrats, ServiceNow Impact et qu'on a dû travailler pour réussir à justifier, auprès du client puisque, le coût n'est pas toujours neutre, comme il est proportionnel à l'ACV, à l'annual contract value de ServiceNow. Donc, forcément dans ce contexte, on a dû essayer de démontrer la valeur de Impact, au client et c'est à cette occasion-là que j'ai eu l'occasion d'essayer de moi-même comprendre la valeur pour mieux la positionner et depuis, comme j'ai eu l'occasion de monter là-dessus, j'ai pu aussi aider mon client à bien comprendre Impact et en capturer un maximum de valeur, au day to day. Et justement lors de cette, implémentation avec Impact qui était là un petit peu en mode surprise, qu'est-ce qui t'a surpris toi, positivement ou négativement? Alors, je vais commencer par le négatif. J'ai déjà un petit peu évoqué, mais c'est le fait que c'est, une ligne de licence qui vient s'ajouter, qui est payante évidemment, mais que le client ne demande pas mais qui doit quand même payer. C'est un petit peu comme on dit en anglais le icing on the cake, c'est le glaçage sur le gâteau. Donc le client vient acheter un gâteau à la pâtisserie, il commande son gâteau qui est très bien, c'est un gros gâteau. Et puis finalement, le jour où il va chercher son gâteau à la pâtisserie, il y a non seulement le gâteau, mais un gros, glaçage au-dessus. Alors c'est vrai que le gâteau, du coup, il est plus beau et puis il est un petit peu meilleur, mais vu que le glaçage, la taille du glaçage est proportionnelle à la taille du gâteau, et bien finalement le glaçage peut devenir assez important et je pense que certains clients peuvent grincer des dents à partir du moment où ils doivent payer pour ce glaçage qu'ils n'avaient pas forcément prévu. Donc ça c'est la surprise, je pense qui mène à toujours beaucoup de discussions au début, ou au renouvellement des licences, ServiceNow et malheureusement la 1re surprise est toujours un peu grinçante pour le client. Après, là où il y a des bonnes surprises qui viennent derrière, c'est que quand on ouvre la boîte de Impact, on se rend compte que je pourrais appeler ça un produit qui est cohérent, dans son ensemble. C'est-à-dire que S ServiceNow a fait un réel effort pour, construire un package cohérent avec des choses qui existaient déjà avant, notamment le Healthscan, mais aussi des nouvelles choses qui, ensemble, dans la plateforme Impact, sont très cohérents. Une autre chose
qui m'a agréablement surpris, c'est que alors ServiceNow met un petit peu, les pieds chez le client avec Impact. C'est-à-dire que autant avant, on pouvait considérer ServiceNow comme un vendeur de licence, un éditeur, mais avec Impact, ServiceNow, est en contact continu avec le client. Il y a une gouvernance et des meetings réguliers et ce qui m'a agréablement surpris, c'est à quel point ServiceNow s'implique dans ce produit Impact et embarque des profils qui sont vraiment compétents pour aider le client. Ça, c'est une bonne surprise pour moi. Et concrètement, qu'est-ce que ServiceNow Impact va apporter, sur un projet qu'une implémentation classique, ben, n'apporterait pas? C'est une super question que tu me poses, notamment parce que tu dis sur un projet et justement de mon point de vue et mon expérience, impact n'est pas vraiment important dans le mode projet. Heu, pour moi, impact, ça sert beaucoup plus à piloter la gouvernance d'une plateforme ServiceNow, d'un écosystème ServiceNow, mais ça intervient pas tellement dans le delivery du projet. Sur le delivery du projet, on utiliserait beaucoup plus ce qu'on appelle le Now Create et les Success Packs qui permettent vraiment d'offrir des supports de workshop et tout ça, pour délivrer les projets. Mais Impact, c'est pour structurer l'operating model et la gouvernance de la plateforme. Pour répondre un peu plus précisément, je pense qu'il faut que je donne un tour d'horizon vraiment de tout ce qu'il y a dans Impact parce que c'est une plateforme qui est quand même assez riche. Alors je vais les faire un par un et assez rapidement. D'abord, il y a la plateforme Impact. C'est-à-dire qu'Impact, c'est une plateforme, c'est un portail qui regroupe, tout un tas de composants, que je vais énoncer. Mais mais c'est déjà un intérêt vraiment bien, c'est que le client, il sait où il doit aller. Il y a une plateforme globale et c'est là que tout se passe, c'est la plateforme Impact. Et dans cette plateforme, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors déjà, il y a toute un partie, il y a une équipe de ServiceNow. Il y a un squad de ServiceNow qui est dédié avec plusieurs profils, de ServiceNow qui sont impliqués. Il y a le CSM, le Customer Success Manager. Son rôle, c'est vraiment un coordinateur. C'est lui qui organise, qui pilote, qui anime, tout le toute l'initiative Impact. C'est lui qui va organiser des meetings, envoyer les comptes rendus, préparer la roadmap et cetera. Il y a également un plateforme architecte de ServiceNow et à cha j'ai eu affaire à plusieurs plateformes architectes dans le cadre d'Impact et ils m'ont tous assez impressionné par leurs compétences. Ils sont vraiment très, très bons. Et le 3e profil qu'on voit tout le temps, c'est, un account manager. Alors là, c'est plus le support commercial, qui va essayer de capturer un petit peu les opportunités ou qui va essayer de guider vers certains produits. Donc c'est une team qui est cohérente et qui est vraiment, présente, dans tous ces meetings qu'on fait avec, ServiceNow pour discuter de la stratégie du client et de la roadmap. Voilà, il y a plusieurs briques, dans Impact. Le portail, de la plateforme Impact est vraiment très bien fait et je trouve que c'est bien fait parce que ça guide sur un peu tout le cycle de vie d'adoption d'une plateforme ServiceNow. Dès le début, en fait, on a invité et ServiceNow nous pousse à ça, hein, dans la gouvernance, à définir les objectifs stratégiques et les buts qu'on cherche à atteindre. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire, qu'on apprend aussi beaucoup dans le CMA. C'est d'essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on va dépenser autant d'argent sur une plateforme ServiceNow, qu'est-ce qu'on veut en tirer derrière. Donc ça, on le définit dans la plateforme, Impact dès le début. Et là, je lui vois une valeur parce que tous les clients ne le font pas ou en tout cas ne savent pas le formaliser de manière très, très claire et cette feature de Impact amène le client à le formaliser de manière très claire et que ce soit des objectifs qui soient compris et partagés avec ServiceNow. Ça, c'est un vrai point. Il y a, une autre brique que je trouve vraiment intéressante, c'est ce qu'on appelle la capability map. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec ça, la capability map, mais c'est souvent, un PowerPoint. Un très gros PowerPoint avec plein de petites briques et des silos qui définissent le produit ServiceNow, ITSM, ITOM et cetera. Mais ça, c'est pas très facile à maintenir sur un PowerPoint ou sur un PDF. Donc, ce que ServiceNow a fait ici et que je trouve très bien, c'est que on le client peut voir sur la plateforme Impact tous les produits qui sont disponibles dans le cadre de sa souscription et pour chacun de ces produits, à un niveau très, très fin, peut dire: «Alors ce produit-là, c'est dans ma roadmap. Ce produit-là, je l'ai déjà implémenté. Ce produit-là, je ne veux pas m'en servir et donc je le flag comme, j'en veux pas, il m'intéresse pas». Et du coup, il y a cette vue qui est persistante et du coup, le client a vraiment une vision de son adoption, en fait, de son footprint sur la partie ServiceNow et je pense que l'objectif de ServiceNow derrière ça,
c'est de s'assurer que les clients, ils capturent un maximum de valeur de leur souscription. Parce que certainement, tout ça, ça vient d'un historique où, des clients disaient, «C'est trop cher». Puis ServiceNow disait: «Bah non, parce que vous c'est pas trop cher parce que c'est que vous souscrivez des choses, mais vous n'utilisez pas tout. Si vous utilisiez tout, vous auriez de la valeur pour votre argent». Et en fait, cette capability map aide vraiment le client à s'assurer que, bah, il a de la valeur pour son argent parce qu'il et s'il utilise pas les features, ben, à ce moment-là, il peut les utiliser. Ouais, ça, c'est vraiment un truc que j'ai vu souvent sur des clients qui se plaignent du coup de ServiceNow. Mais en fait, on leur dit: «Oui, oui, si vous achetez un Boeing et puis que derrière vous en servez pour aller acheter votre pain au bout de la rue, bah, forcément ça fait un petit peu cher. Alors que si vous prenez la plateforme et que vous l'utilisez vraiment à son plein potentiel, vous en avez pour votre argent». Ouais, exactement. Je pense que c'est toute l'idée, c'est d'être intentionnel. C'est-à-dire, si le client, il décide de ne pas utiliser il utilise pas une feature, c'est pas parce qu'il l'a pas vue, c'est parce qu'il l'a considéré à un moment donné et qu'il a choisi de ne pas s'en servir parce que ça répondait pas à son besoin. Mais au moins il a fait cet effort de le considérer, de l'évaluer et je pense que ça fait toute la différence déjà dans la conversation de valeur avec Service, hein. Et puis c'est vrai que c'est super important aussi de préciser que impact n'a pas forcément tout son sens ou n'exploite pas tout son potentiel quand on reste à la maille du projet. Parce que j'ai déjà vu aussi des clients qui recherchaient via Impact, en fait, une expertise technique pointue ou un support avancé. Alors qu'en fait, c'est pas le but, d'Impact. Le but, ça va vraiment être, si je comprends bien ce que tu nous as dit, d'accompagner la plateforme et son modèle opérationnel. Donc comment est-ce qu'elle apporte de la valeur au sein du SI et d'ailleurs au sein de l'entreprise en général et pas juste de répondre à une question du style: «Bah, il y a cette BR qui fait ça, moi je voudrais qu'elle fasse ça, pourquoi ça le fait pas?» Tu as tout à fait raison parce que Impact, ça alors, mmh, ça pourrait traiter ce genre de problème via les support cases puisque je l'ai pas dit, mais je pourrais revenir, toute la partie, le suivi des cases de support est aussi, là dans Impact. Mais Impact, ouais, c'est moins pour ces petits soucis, très opérationnels, très pointus et c'est beaucoup plus pour, vraiment piloter la stratégie de la plateforme, un peu plus haut niveau. Tout à fait raison. Et est-ce que tu aurais des exemples concrets où les outils d'impact, donc parmi ceux que tu as cités ou même d'autres éventuellement, ils ont eu un impact visible sur la vitesse ou la qualité d'un déploiement? Sur la qualité, oui, à travers, le HealthScan. HealthScan, c'était quelque chose qui existait déjà avant, Impact. C'est une sorte de job, hein, qu'on peut faire tourner sur une instance pour, évaluer la qualité des codes et des scripts et des business rules et tout ça et si on fait tourner le HealthScan, à la fin d'un grand jalon projet où on a fait beaucoup de développement ou de configuration, le HealthScan va remonter un certain nombre de soucis, de choses qui auraient pu être faites, mieux ou en tout cas plus, dans les standards de ServiceNow et on peut corriger tous ces problèmes de configuration avant de les pousser en prod et que ce soit trop tard parce que généralement quand c'est poussé en prod, on revient pas tellement dessus, quand c'est là et je pense que le health scan justement ça permet de faire de la sanitisation de la plateforme. Une autre dimension, dont je peux parler, c'est, les accélérateurs, qui sont disponibles dans Impact. Ce qu'on appelle un accélérateur, je trouve que le nom est très bien choisi. C'est un guide auquel le client peut souscrire. Il y en a à peu près une centaine qui sont disponibles dans Impact sur tout un tas de features de ServiceNow. Par exemple, sur CSDM, il y a un accélérateur par, domaine, pour, Foundation, et cetera et heu et en fait, c'est un guide piloté par ServiceNow, très structuré, où, ServiceNow accompagne le client à comprendre, hem, et bah, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment l'implémenter, les best practices et ça c'est toujours, d'ailleurs, précédé par un questionnaire auquel le client doit répondre, dans lequel le client va vraiment se livrer et j'ai déjà été amené à répondre à ce genre de questionnaire. Ça va très, très, très loin dans les questions et ça amène franchement le client à se poser des questions très intéressantes sur, la manière dont ces données sont structurées et tout ça et ça, je trouve que ça aide beaucoup le client à justement, accélérer sa compréhension, de certains produits. Mais justement, c'est là où je pense qu'il faut vraiment mettre un bémol, c'est que ça accélère la compréhension du client de certains produits, mais ça n'accélère pas, de mon point de vue, l'implémentation. Parce que ces accélérateurs, ce ne sont pas des accélérateurs d'implémentation. C'est-à-dire que c'est très bordé dans l'agenda
il y a des démonstrations qui sont faites, mais qui sont pas sur les instances du client, qui sont faites sur des instances qui sont provisionnées spécifiquement par ServiceNow juste pour exécuter ces accélérateurs-là. Donc c'est pas des accélérateurs d'implémentation. Le client, à l'issue d'un accélérateur, il n'aura pas forcément eu l'occasion de faire une implémentation qui va lui servir en production. Il n'aura pas forcément eu l'occasion de poser des questions très techniques sur des problèmes qu'il rencontre déjà. C'est pas non plus le but d'un accélérateur, mais il aura eu l'occasion d'avoir, une couverture complète du produit, une compréhension complète d'un produit ou d'une application, pilotée par ServiceNow et souvent de très, très bonne qualité. Et justement, ces accélérateurs, qui aident les clients à aller plus vite en comprenant avec plus de pertinence qu'est-ce que fait le produit et comment est-ce ils vont pouvoir l'exploiter au maximum de son potentiel. Il faut pouvoir les aborder avec le client, c'est-à-dire que ça fait partie des fonctionnalités, qu'offre Impact, dont les clients n'ont pas forcément conscience. Comment est-ce que tu fais pour t'assurer justement qu'ils vont en tirer parti avant de te solliciter? En général, ils vont me solliciter d'abord. C'est-à-dire qu'ils vont venir me voir, hem, ils vont me dire, «Je il y a ce produit-là dont on a entendu parler de la part de ServiceNow, mais on ne sait pas bien comment ça marche». Ou il y a ce produit-là, on l'a déjà souscrit, on veut le faire, mais là aussi, on a besoin d'accompagnement. Est-ce et ils vont me demander: «Eric, est-ce que tu peux nous aider ou est-ce qu'on peut mettre en place une organisation pour, délivrer?» Et c'est souvent moi qui vais dire au client: bah, attendez, allons voir d'ailleurs d'abord dans Impact, les accélérateurs, s'il y en a pas un qui existe déjà, hem, parce que c'est par là qu'il faut commencer». Hem, i Comme le contenu est très bon, il y a le tampon aussi de ServiceNow sur tous les messages qui sont partagés forcément. C'est très souvent que moi que j'ai recommandé à un client, avant que moi je commence à produire du contenu, d'exécuter un accélérateur Impact. Alors après, moi je suis souvent très impliqué aussi, hein. Dès lors qu'on a engagé un accélérateur, heu l'accélérateur, souvent, il y a un gros questionnaire à remplir au début pour certains accélérateurs. Ensuite, on a plusieurs meetings avec ServiceNow pour interpréter les résultats, recevoir les recommandations, adapter les recommandations au contexte du client et dans ce genre de contexte, les consultants ou les architectes, comme moi et d'autres, on est amené à faire ce proxy du client ou cet intermédiaire pour justement aller collecter les inputs, les interpréter, clarifier auprès de ServiceNow, les problématiques. Donc on est vraiment des parties prenantes, on est une extension du client souvent dans l'exécution de ces accélérateurs. Et parmi les outils, il y a aussi l'Instance Observer et le LScan, qui vont donner une visibilité sur la santé de l'instance. En tant que partenaire, comment est-ce que tu utilises ces données dans tes engagements vis-à-vis des clients? Alors le LScan est un peu plus facile à utiliser. Alors il y a plusieurs use cases dans lesquels je vais utiliser le LScan. Le LScan, on va l'utiliser à l'issue de chaque gros livrable sur les projets pour, alors si c'est un projet qu'on a implémenté, nous on va vraiment vouloir démontrer qu'on a fait de la qualité. C'est normal en tant que partenaire, on veut prouver qu'on a fait de la qualité. Heu et on veut fournir une preuve qui soit la plus authentique possible, et la moins orientée possible et du coup, la meilleure preuve qu'on puisse fournir pour ça, c'est, une preuve qui vient d'une partie tierce qui est ServiceNow, qui est l'éditeur. Pour ça, pardon, pas l'accélérateur, mais le Le LScan, LScan? c'est la meilleure solution. Donc c'est très souvent pour ça qu'on va utiliser le LScan. À part ça, sinon, c'est quelque chose qui est souvent utilisé par un client. Le patron de la plateforme ServiceNow va souvent devoir utiliser le Scan pour démontrer en interne qu'ils ont réussi à construire et à maintenir une plateforme, qui est viable. Il y a aussi souvent en ce moment, je pense que c'est particulièrement dans l'air du temps, des réimplémentations complètes de plateformes, des clients qui ont une plateforme depuis plus de 10 ans et heu et puis finalement, après 10 ans, bah, ServiceNow a évidemment beaucoup changé et ça arrive de plus en plus souvent qu'il est conseillé à des clients de recommencer depuis le début, pour, reconstruire sur les bonnes pratiques de maintenant et pas d'il y a 10 ans. Heu et c'est une vraie décision stratégique pour un client. Forcément, c'est une grosse transformation de faire ça. Mais regardez le Healthscan pour, démontrer est-ce que c'est vrai que, on a une burning platform comme ils disent chez ServiceNow et qu'il faut tout repartir à zéro. Le Healthscan peut aider à avoir cet indicateur-là puisque, bah, ça va fournir un indicateur sur plusieurs dimensions comme, la sécurité, la maintenabilité et il y a 4 critères comme ces 2-là qui permettent de dire: «Bon, est-ce que j'ai une burning platform
devient plus maintenable et à ce moment-là, ça vaut mieux repartir à zéro ou au contraire, on fait quelques fixes et on continue avec notre plateforme et on continue à l'améliorer. C'est vrai que ce qui a fait, je pense, le succès de ServiceNow avec cette grande flexibilité où tu peux faire un petit peu ce que tu veux, bah, ça peut vite avoir tendance, si tu as pas une gouvernance très, très solide, à transformer ta plateforme en quelque chose de complètement anarchique et chaotique et derrière qui est immaintenable et le moindre upgrade, la moindre mise à jour, ça devient une galère sans nom. Et j'ai aussi pas C'est mal vrai. de clients qui ont besoin de revenir, faire un back to greenfield, de se dire: «Bon, bah, OK, là, c'est parti dans tous les sens, on repart d'une base propre et puis on fait les choses, pérennes». Après je voudrais ajouter quand même sur ce point, c'est que même si, il y a des clients qui ont dévié du standard, au fil des années, c'est souvent parce qu'il y a eu un manque de gouvernance, c'est vrai, mais c'est aussi souvent parce que ServiceNow a tellement évolué que des choses qui ont été implémentées à une époque, bah, ServiceNow l'a fait derrière et puis, bah, finalement on n'est pas revenu sur notre, customisation parce que ça fonctionne et ça, ouais, moi je le vois beaucoup sur CSDM en particulier. Où il y a eu des façons d'implémenter CSDM qui ont été faites d'une certaine manière, mais qui ne sont plus valides aujourd'hui, parce que ServiceNow a changé. Et oui, c'est vrai qu'il y a certains clients qui sont un petit peu en avance et qui, du coup, bah, se retrouvent avec cette feature qu'ils ont développée en interne, qui va rester, tant qu'ils la corrigent pas ou tant qu'ils la réabsorbent pas. Ouais, ouais, tout à fait. Avec l'arrivée de l'IA générative dans Impact, avec des recommandations, Nawasys et cetera, comment est-ce que tu vois évoluer ton rôle de partenaire, dans un monde où le client, bah, il va être de plus en plus guidé par des suggestions qui, elles, sont automatisées? Donc ton rôle qui était jusqu'à là de conseiller, est-ce qu'il ne devient pas de plus en plus obsolète? C'est une excellente question et j'y pense tous les jours, en vrai. C'est une question pas qui me hante, mais où j'essaie de voir un petit peu où le marché va. Alors déjà, je pense qu'il faut vraiment distinguer les profils, architectes comme moi et comme d'autres, hein, qui ont une quinzaine d'années d'expérience, où notre valeur est beaucoup plus positionnée sur l'expérience et sur les réflexes qu'on a acquis au fil du temps et un petit peu moins sur, l'expertise technique, d'avoir, suivi des trainings et puis être capable de réexpliquer ce qu'on a appris en training. Mais je vois que ça a déjà beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, quand un client nous demande un conseil, hein, en tant qu'architecte, heu, moi je vais réfléchir et je vais apporter un conseil. Je pense que très souvent le client, et c'est normal, je le fais aussi d'ailleurs, va vérifier ce qu'on dit, dans un outil d'IA génératif et c'est absolument normal de faire ça. C'est tout à fait, c'est son due diligence, on pourrait dire et soit l'outil d'IA, j'espère, va dire la même chose que moi, ou parfois l'outil d'IA pourrait dire quelque chose de sensiblement différent et même si le client me fait confiance, ça va toujours introduire un doute. Donc à mon avis, il y a beaucoup plus, cette il y a beaucoup moins cette reliance sur la parole de l'architecte et aujourd'hui, notre parole peut être mise en doute par les outils d'IA, ce que je trouve, plutôt sain dans l'ensemble. Je pense qu'il faut aussi que le client ait la possibilité de nous challenger. Par contre, là où je pense qu'il peut y avoir le monde peut devenir un petit peu étrange dans notre métier, c'est que je veux pas m'en cacher, je pense qu'on est tous pareils. Moi-même, j'utilise des outils IA pour, fournir mes recommandations. Tout le monde le fait évidemment, parce qu'on a aussi des objectifs de répondre vite, de faire des réponses qui sont très bien articulées. Le client utilisant l'IA, il sait, hein, le niveau de qualité qui peut être obtenu avec ces outils-là, donc il attend la même chose que de nous, mais assez rapidement. Donc moi-même, j'utilise l'outil d'IA, pour, souvent au début pour m'éviter la peur de la page blanche. Parce que souvent le client il pose une question au début, moi je ne sais pas du tout comment je vais y répondre et souvent en posant la question à l'outil d'IA, il va me donner un cadre de réflexion sur lequel je peux ensuite, moi-même travailler et là je gagne beaucoup de temps déjà. Ensuite, c'est vraiment le travail qui est chez moi de vraiment, torturer ce cadre qui m'a été fourni jusqu'à ce que vraiment je me soit complètement approprié, j'ai complètement transformé ce contenu jusqu'à ce qu'il soit le mien et j'utilise encore une fois après souvent l'IA dans mon flow pour, améliorer tout le wording parce que, alors surtout quand on travaille en anglais et qu'on est français, on n'a pas toute cette nuance, Bah oui. qui fait mouche, hein, souvent dans certaines formulations. Donc pour ça, l'IA aide encore beaucoup. Donc c'est vrai que, la valeur que moi je positionne au début entre la page blanche et puis le peaufinage, bah, il n'est pas impossible que cette valeur, petit à petit, s'amenuise, progressivement puisque ces outils d'IA qu'on utilise, sont de plus en plus performants
et mais je pense que ce serait une erreur pour les gens comme nous de ne pas avoir ces outils dans notre flow. Là où par contre je suis plus inquiet, c'est pour les juniors, parce que alors on le voit, il y a des vagues de licenciements terribles, hein, dans des grosses boîtes qui veulent plus de juniors parce qu'ils pensent qu'ils peuvent les remplacer par l'IA. Et beh, je trouve j'ai aussi un peu le souci que c'est beaucoup les juniors doivent avoir, du temps pour, acquérir de l'expérience, et ce temps souvent, bah, avant c'était fait en apprenant du contenu et puis en savant le retranscrire par de l'implémentation ou de l'explication, et cette partie de valeur, heu, bah, aujourd'hui est beaucoup confiée à l'IA. Donc j'ai pas toutes les réponses sur comment ça va évoluer. Je pense qu'il y a encore de la place pour le consulting, mais je pense aussi qu'il y a vraiment une grosse transformation qui est en train de se produire. Et effectivement, tu parlais des vagues de licenciements, mais Bill McDermott avait dit que les personnes qui actuellement sont en train de réaliser leur diplôme, d'ici à ce qu'elle les finit, auront 30 alors unemployment, pas Ouais, trop comment le traduire, de mais elles seront pas employées quoi, plus. Alors qu'aujourd'hui, on était plus aux alentours des 10, donc on va quand même avoir un facteur 3 sur le fait de pas trouver un job à l'issue de sa formation. Après, je pense que la bonne optique, c'est juste de se réinventer et comme tu l'as dit, d'adopter ces outils qui sont clairement des accélérateurs, qui sont pratiques et voir comment est-ce qu'ils peuvent nous servir au jour le jour. Éviter la peur de la page blanche, je pense que c'est une très, très bonne idée. Il y a aussi le fait que, mine de rien, il remplace pas une expertise humaine avec, régulièrement des syllogismes que je vois en ligne ou le dernier pa enfin, l'un des derniers que j'ai vu, par exemple, où c'était quelqu'un qui demandait à une IA, «Je veux aller laver ma voiture, mais le lavomatique est à 150 mètres. Est-ce que et il fait beau dehors, est-ce que j'y vais à pied?» Et tu avais quasiment toutes les IA qui répondaient: «Bah oui, vas-y à pied, c'est meilleur pour ta santé». Sauf qu'en fait, d'un point de vue logique, ça fait pas sens. Et c'est là où ça peut être pernicieux, c'est que les LLM ressemblent énormément à de la logique sans en être et on peut très vite tomber dans des déviances. Je suis absolument d'accord avec ce que tu viens de dire, et j'ai déjà eu cette réaction aussi, en me posant une question très simple à un outil d'IA, et que l'outil me dit quelque chose complètement, à côté de la plaque, et à ce moment-là, je me suis dit: «Mais en fait, sur une question toute simple de la vie courante, il est à côté de la plaque». Alors toutes ces autres questions que j'ai posées dans des domaines beaucoup plus sérieux, professionnels, est-ce qu'il était pas à côté de la plaque aussi? Et je pense qu'il y a un risque aussi, un vrai danger, c'est par rapport, je pense au côté humain de tout le monde. Heu, c'est qu'on veut aller vite, et l'effort, l'être humain n'aime pas trop l'effort en général, c'est le cerveau est câblé comme ça, et le risque de l'IA, c'est que donne ça fournit quelque chose qui a l'air suffisamment sérieux, et je pense qu'il peut y avoir des tentations, et c'est sûrement déjà arrivé, puisqu'il faut répondre rapidement, d'envoyer le truc comme ça, alors qu'il y a peut-être des énormités dedans, et je pense que ça, c'est des problèmes qui vont arriver de plus en plus. Parce que, il y a toujours un moment, où un humain a un moment de faiblesse, il a pas le temps de revoir ou challenger ce que l'outil d'IA lui a dit, et puis il faut envoyer, hop, on envoie, et il y a une énormité, et ça, je pense que ça va arriver forcément à plein de gens. Oui, puis comme tu l'as dit, il y a la problématique temporelle, c'est-à-dire que la demande, elle est elle-même produite par IA. On veut que la réponse soit faite dans la semaine, donc le seul moyen de répondre à cette demande qui fait 200 pages, bah, ça va être via de l'IA. Et tu peux me parier que le traitement de cette réponse, une fois qu'il sera envoyé, il sera interprété par aussi une IA. Donc on est en train de sortir l'humain de la boucle sans pour autant ajouter de la valeur et tu as des questions de suivi qui sont vraiment importantes avec une maxime que j'avais entendue où j'ai commencé à travailler, qui était: «Il est urgent de prendre son temps» et je trouve que ça a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Ouais, c'est une excellente formule, et je pense que pour l'ironie du monde actuel, je le vois aussi où, dans le monde du procurement où, un client veut, acheter un nouvel outil, par exemple pour faire un chatbot, disons. Donc il faut sortir un RFP. Un RFP, on sait que c'est des documents qui sont très, très longs avec beaucoup, beaucoup de requirements. Donc le seul moyen de sortir le RFP rapidement, c'est de le générer en partie par IA, et on met une timeline assez courte pour répondre, au RFP, pour les vendors. Les vendors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils reçoivent un RFP de 200 pages. Bah, ils vont répondre avec un IA. Donc c'est l'IA qui envoie un RFP à un autre IA qui va répondre, et l'humain est est plus vraiment dans la boucle, et finalement. Donc c'est un drôle de monde dans lequel on s'oriente maintenant, et forcément, il va y avoir des ratés, à droite à gauche.
Et ça, pour le Et je coup, tu vois, pense j'en qu'il ai vécu un, ouais. encore Mmh. récemment de raté dans ce genre-là, où, on avait reçu, une demande avec un agenda pour un meeting. Donc nous, on répond à la demande et puis on prépare notre présentation en respectant l'agenda qui a été demandé et au milieu donc c'était un agenda avec 5 ou 6 points et au milieu de l'agenda, il y a une personne du client qui nous dit: «Non mais ça on s'en fout, en fait, on veut voir ça». Parce qu'en fait, l'agenda, il avait été généré par IA, relu par personne et donc bah, forcément, il correspondait pas à ce qu'il voulait, mais parce qu'en fait, on n'avait pas eu l'info de ce qu'il voulait et au final, bah, c'est productif pour personne. Ça a fait que ralentir le projet global, hein. Finalement, même le client n'a pas eu l'info de ce qu'il voulait parce qu'ils avaient Bah, pas lu l'agenda. exactement, ils avaient pas lu l'agenda, c'était dans un document de, je sais plus 80 ou 100 pages et du coup, bah, ça avait été noyé dedans. Ouais. Après on en rit par ironie, mais je pense que ça arrive à tout le monde, en vrai, puisqu'on est tous pareils un peu et je pense que comme tout le monde enfin dans le monde professionnel, tout le monde est un peu pressé et un peu sous pression. Oui. Je pense qu'il faut c'est peut-être aussi une capacité professionnelle qu'on doit avoir, c'est d'excuser tous ces petits faux pas parce que tout le monde tout le monde est un peu pareil dans le sens où tout le monde est Mmh. pressé et tout le monde utilise ces outils et tout le monde est pas parfait tout le temps donc ouais. Mais je pense qu'il va aussi y avoir une réflexion à mener sur le long terme, à apprendre à dire non à des exigences qui, en fait, sont peut-être pas raisonnables. Le fait de produire tout plus vite, c'est une chose, mais est-ce qu'on doit vraiment sacrifier la qualité sur l'autel de la vitesse? J'en suis vraiment pas certain. Je pense que tout le monde dirait: «Non, il faut pas sacrifier la qualité sur l'autel de la vitesse». Mais je pense que même si on prend même on en revient à ServiceNow, le discours ServiceNow est toujours très centré sur la vitesse quand même. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'il y a toujours cette pression, sur la vitesse, et sur, c'est de là aussi un peu que vient le stress de la page blanche, hein, dont je parlais tout à l'heure, sur lequel, l'IA m'aide. Mmh mh. C'est, le stress de la page blanche, il est là quand, il y a quelque chose à fournir rapidement et je sais pas comment faire et c'est un peu overwhelming d'avoir peu de temps et quelque chose d'important à produire et c'est là que ça aide. Donc non, la qualité doit toujours primer, mais la pression est quand même beaucoup dans le monde du business aujourd'hui, je trouve, sur la vitesse, ce qui est un petit peu regrettable. C'est aussi dans le temps que se trouve l'argent, donc c'est pour ça qu'il y a cette, Bah, oui, bien sûr. question de la vitesse. Mais après, je pense qu'on peut faire mieux en termes de qualité. Je repense aussi à une chose qu'on nous enseignait lors de la CMA, qui était quand on s'adresse au board management, à être concis. Et je vois beaucoup d'IA qui sont super verbeuses, alors qu'en fait, le message, ce qui nous intéresse dans le message, ça tient en 3 lignes et il y en a 3 pages. Et j'espère que dans les mois à venir, au niveau des demandes et pour pas citer les RFP, les RFI et ce genre de choses, on va avoir des IA qui vont être capables de dire ou même peut-être retourner au client en disant: «Bah, là, votre RFP, il fait 300 pages, c'est pas normal, revoyez votre copie». Je pense que ce serait ça, en effet. Je pense aussi une des raisons de ce volume, on le voit parce qu'aujourd'hui, dans le monde de ServiceNow, il est tout le temps question d'AI et il est souvent aussi question de compliance, de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire, vis-à-vis du AI Act. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment et on en parle aussi beaucoup dans le AI Control Tower et il y a tellement d'exigences dans des frameworks comme ça et la ligne peut être parfois tellement fine entre, un use case qui est autorisé et un use case qui n'est pas autorisé, que je crois que souvent on est obligé d'écrire beaucoup pour se protéger. Enfin, les clients sont amenés à faire ça. Oui, bah, oui, bah, en même temps, la data, data is gold, je sais plus qui disait ça, mais ça a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui, hein. Ouais, je crois bien que c'est le cas aujourd'hui. C'est ce qui nous occupe aussi beaucoup, sur des projets comme le CSDM sur lequel, qui me demande beaucoup de travail en ce moment, et heu je crois qu'on n'y arrive jamais vraiment complètement, hein, ouais, à avoir une data de qualité. Ça fait 2 décennies qu'on travaille dessus et encore à cette époque, on galère sur ce sujet. Après, pour moi, c'est un travail vraiment sur le long terme, dans le sens où si tu attends la data parfaite, tu l'auras jamais. En revanche, il faut mettre les mécanismes d'amélioration continue pour essayer de tendre vers cette utopie le plus possible et surtout pas brûler les étapes. Je pense par exemple à des clients qui ont une data qui est vraiment catastrophique et qui veulent que l'IA fasse des miracles. Et essayer de leur faire comprendre que bah, le problème, c'est que c'est une fondation, la donnée. Donc, nettoyons d'abord la donnée, mettons en place ce qu'il faut pour qu'elle soit exploitable, et après, on pourra profiter de l'IA. Parce que le problème, c'est que là, votre IA, si elle s'entraîne là-dessus, ce qu'elle va dire, ça aura ni queue ni tête, quoi. C'est un bon point et je pense que c'est un des problèmes de l'adoption en parlant d'IA, de predictive intelligence dans ServiceNow. La catégorisation des tickets est tellement, disparate aujourd'hui, où il y a tellement de possibilités que predictive intelligence va pas savoir,
à pas savoir faire de recommandations. J'ai vu d'ailleurs aussi un sujet récemment, sur le AI, il y a un nouveau système là qui a été, proposé par ServiceNow récemment qui permet de faire des recommandations de workflow agentique sur la base des tickets d'incidents et la source pour identifier en fait des comme ça des opportunités d'amélioration, c'est, les work notes des tickets et les resolution notes des tickets. Mais ces données-là, en général, elles sont de très, très mauvaise qualité parce que ce sont des agents qui doivent l'écrire et les agents, ils n'ont pas le temps d'écrire des work notes et des resolution notes qui sont de bonne qualité. Donc forcément, on ne peut pas entraîner les IA à faire des recommandations qui sont pertinentes sur la base de données qui sont de si mauvaise qualité. Mais là, par contre, où je pense l'IA peut aussi aider à résoudre son propre problème, c'est que si on commence à mettre en place des outils qui demandent moins Qui à écrire des work summarize, notes qui ouais, et voilà, complètement. mmh, qui écoutent et qui summarise, là, on règle complètement le problème. Enfin, une grande partie du problème, j'espère. C'est la prochaine étape, d'évolution. Complètement d'accord avec toi et c'est un vieux principe en plus qui avait déjà été abordé, je pense à un livre, de Nonaka Takeshi sur la connaissance créatrice en entreprise, qui était que ces connaissances-là, la resolution note, en fait, elle est internalisée dans le cerveau de la personne qui a résolu le problème et elle a pas le temps, donc elle l'écrit pas. Alors que là, avec de l'IA, là où l'écrire, ça lui aurait pris, je sais pas moi, 1 heure, bah, ça va lui prendre 5 minutes et là, tu as une vraie plus-value clairement, sur le long terme et ça, c'est chouette. Ouais. Ouais, ouais, c'est chouette et là, je pense que l'outil va vraiment, complètement un peu comme complètement révolutionner la manière dont les gens travaillent et enlever ce genre de problématiques. On le voit déjà avec, le fait d'écrire des meeting minutes, des Ouais, ouais, résumés ouais. des meetings. Aujourd'hui, avant c'était catastrophique, j'ai horreur de faire ça, d'écrire une meeting minute et pourtant c'est essentiel. Et aujourd'hui, heureusement, les outils d'IA nous aident beaucoup là-dessus et permettent d'avoir un suivi d'un meeting sur l'autre, beaucoup d'espoir sur l'avenir quand On même. on a un tout petit peu dévié du sujet, impact, mais Mmh. c'était intéressant. Je te propose de recentrer pour le mot de la fin. Si tu devais donner un seul conseil à un client qui vient de souscrire à Impact et qui devant tous ces produits entre le Healthscan, l'Instance Observer, les accélérateurs, sait pas trop par quelle boule prendre, ce serait lequel? Alors déjà, je pense que la plupart des clients, s'ils doivent, commencer à utiliser Impact, généralement, ils auront commencé à en entendre parler à l'issue d'un renewal de licence. Et du coup, la 1 expérience qu'ils auront eu d'Impact, c'est: «Ça me coûte plus pour quelque chose que j'ai pas demandé» et donc il y a un énorme effort, je pense, au début du client à faire, c'est passer au-delà de cette espèce de ressentiment qu'ils peuvent avoir, ou même de ce biais de confirmation, se dire, «Je le voulais pas, on me l'a donné, je suis pas content et du coup, je vais pas m'en servir pour prouver que j'avais raison» et ça, c'est un biais que je retrouve très souvent et je pense qu'il y a un effort nécessaire pour les clients de passer au-delà de ça, et peut-être que ça doit être une autre personne avec un regard frais qui vient regarder ce qu'il y a dans la boîte Impact, pour essayer d'en tirer la valeur et je pense que un vrai conseil pour les clients, c'est qu'il faut qu'ils essayent avec beaucoup de de sincérité de suivre l'orientation qui est proposée par ServiceNow. ServiceNow, ils vont demander: «OK, quels sont vos objectifs stratégiques?» Donc vraiment essayer de faire cet effort de les définir. Quels sont les accélérateurs qui peuvent, vraiment aider à atteindre vos objectifs stratégiques? Là encore, vraiment faire l'effort de regarder ces accélérateurs-là et de chercher à les adopter. Donc et puis également, c'est vraiment essayer d'intégrer Impact dans la gouvernance qui est déjà en place, puisque la plupart des clients auront déjà une gouvernance autour de ServiceNow et il y a il y a un gros effort à faire, à mon avis, en termes d'accompagnement au changement pour intégrer Impact dans l'operating model de plateforme ServiceNow et je pense qu'il y a pas mal de clients qui résistent un petit peu à cet accompagnement parce qu'ils ont encore une fois ce biais de confirmation dont on a parlé au début, du fait qu'ils n'avaient pas choisi forcément d'avoir Impact. Donc j'ai donné plusieurs conseils à la fois. Je pense que tout vient ensemble. Je pense que ça retombe autour il y a du management of change pour adopter, Impact. Voilà, c'est ça que je voudrais dire. Et oui, effectivement, l'OCM, ça reste quelque chose de très important, peu importe le domaine et ça, c'est toujours vrai. Exactement. C'est vrai pour ça aussi. Merci beaucoup Eric pour tes retours. Merci aussi à nos auditeurs pour leur fidélité. Il me reste plus qu'à te souhaiter à toi et à eux une excellente journée et puis à vous dire à très bientôt. Merci beaucoup Mehdi. À bientôt.